Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire où on va parler prix, bien sûr. On va parler veille tarifaire et dynamic pricing. Et on va voir ensemble donc quelques cas pratiques pour maximiser vos ventes en 2025 et également consolider vos marges. Donc vous avez sur la droite un petit chat, n'hésitez pas à participer, à vous présenter, nous dire d'où vous venez, quelle entreprise. Voilà, vous pouvez interagir avec nous. Vous avez aussi un petit sondage. Donc, pareil, je vous invite à remplir le sondage. Si vous avez des questions, posez-les également dans le chat. On y répondra à la fin du webinaire. Voilà, pour répondre à vos questions un petit peu plus spécifiques. Également, vous avez deux boutons normalement sous la salle en fait du webinaire. Si vous souhaitez être rappelé par un conseiller en pricing à la fin du webinaire ou assister à une démonstration, voilà, n'hésitez pas aussi à utiliser ces deux boutons pour interagir avec nous. Donc, je vous propose qu'on démarre sans plus attendre. Donc, pour un petit tour de table et pour nous présenter qui nous sommes. Donc, moi, je suis Elodie Juglar, responsable commerciale chez Price Observatory. Price Observatory, donc, qui est une solution de veille tarifaire et de repricing. Voilà. Je suis accompagnée de Stéphane Fahrenbach, qui est notre CEO, CTO également, et qui est le fondateur de la société. Et également, nous avons avec nous deux de nos clients qui ont accepté de nous livrer leur retour d'expérience, leur cas d'usage et leurs meilleures pratiques sur ce sujet du pricing. Donc, Thiel Lefebvre, qui est directeur des opérations chez Vapoté.fr, et Patrick Moreau, qui est Head of Pricing chez Schneider Electric. Donc, on aura justement un retour d'expérience d'un retailer et d'une marque, ce qui permet d'avoir un bon aperçu de tout ce qu'on peut couvrir en fait en termes de pricing. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ensemble pendant ce webinaire ? Bien sûr, on va parler de prix, vous vous en doutez. Donc, comment le prix en fait influence fortement l'acte d'achat ? Comment également le prix a une influence sur le trafic, le référencement sur Google, sur les taux de conversion aussi, pour convertir vos leads. Également, l'impact du prix dans l'acquisition, dans les stratégies d'acquisition SIA, comment vous allez mieux pouvoir piloter vos campagnes Google Ads grâce à ce levier du prix. On va parler bien sûr stratégie pricing, quelles sont les stratégies les plus fréquentes et les plus utilisées. Également technique de pricing. On va voir plus en détail la technique du dynamic pricing qu'on va détailler ici. On va voir comment on peut automatiser la veille tarifaire pour ne pas perdre de temps à faire son benchmark, comment on peut augmenter ses ventes, consolider ses marges, également favoriser son image de marque avec cette notion de prix juste, également comment le prix la veille tarifaire, permet de mieux acheter, d'acheter au meilleur prix, d'avoir des meilleures relations avec ses fournisseurs. On parlera aussi d'IA, puisque c'est un sujet assez central en ce moment, comment l'IA peut se mettre au service du pricing, quelles sont les avancées que ça apporte dans ce domaine. Et enfin, on conclura avec Thiel et Patrick qui nous présenteront leur retour d'expérience, leur best practice sur ces deux sujets. Voilà un petit peu tout ce qu'on va se raconter pendant ce petit moment ensemble. Donc, le prix est un facteur clé dans l'acte d'achat. Donc, il faut savoir qu'avant de faire un achat en ligne, le consommateur voit souvent des centaines, voire des milliers de pages. Donc, je pense qu'on a tous ce réflexe aujourd'hui de comparer les prix avant de faire un achat en ligne, même souvent de faire un achat en magasin. On compare aussi les prix en ligne avant de faire un achat en magasin. C'est devenu un réflexe pour tout le monde. Aujourd'hui, 99%, j'aurais même pu dire 99,9% des gens comparent les prix avant de faire un achat en ligne. C'est devenu vraiment quelque chose de systématique. Et d'ailleurs, pour 80% des consommateurs, le prix est pour eux la caractéristique qui influence le plus leur décision d'achat. Il peut y avoir d'autres facteurs, mais vraiment le prix, c'est ce qui joue le plus, notamment pour le e-commerce, bien sûr. Enfin, autre chiffre clé, 20%. 20%, c'est la part des sites de comparaison de prix dans le trafic en ligne global. Donc, 20% du trafic global est généré par ces moteurs de comparaison de prix. Donc, c'est colossal. On voit vraiment l'importance déterminante du prix aujourd'hui, notamment en e-commerce. Donc, cette recherche de la meilleure offre
Donc, on voit, d'après ce baromètre de consommateurs Google, qu'elle peut commencer quelques instants avant l'achat. Si c'est un achat pas trop cher, pas trop impliquant, on peut regarder vite fait les prix sur Google avant d'acheter. Mais dès que l'achat devient un petit peu plus impliquant, plus cher aussi, eh bien, on va peut-être passer des heures à rechercher le meilleur prix, la meilleure offre, des jours, des semaines, voire des mois pour les achats à très forte implication et à un budget assez fort. Donc voilà, il y a encore une fois, cette recherche en ligne, elle est vraiment effectuée par tout le monde et elle dure assez longtemps. Tous ces chiffres, ils n'ont pas du tout pour but de vous effrayer, de vous dire oh là là, ça y est, on va s'embarquer dans une guerre des prix, c'est dramatique, on n'a plus, voilà, on est obligé de tirer les prix vers le bas. En fait, non, c'est plutôt pour vous inciter à voir le prix comme un outil marketing comme un autre, et vraiment à le traiter comme tel et à vous en servir pour vos actions marketing. Donc, pour répondre à vos actions marketing, à vos objectifs marketing, à générer, par exemple, plus de trafic, mieux piloter votre acquisition, etc., etc. Et in fine, pour reprendre l'avantage du commerce, augmenter vos ventes, consolider vos marges et bien sûr, votre chiffre d'affaires, puisque si on est là aujourd'hui, c'est dans le but de vous faire gagner plus d'argent en maîtrisant mieux cet outil prix. Donc, parlons d'abord du trafic, qui est la première étape, la première pierre. Avant que les gens achètent, il faut déjà qu'ils aillent sur votre site. Donc, ça aussi, le prix, ça peut avoir un impact très fort sur votre stratégie SEO, sur le trafic. Parce qu'en fait, il faut savoir aujourd'hui qu'on l'a vu, 20% du trafic en ligne est composé par les moteurs de comparaison de recherche, de prix. Donc déjà, effectivement, le prix va fortement influencer ces moteurs de comparaison de prix. Ça paraît logique. Ensuite, le prix influence aussi l'obtention des buy box sur différentes marketplaces comme Amazon ou toutes les autres marketplaces. La buy box, vous le savez, c'est en fait un algorithme qui dit quel vendeur est mis en avant sur la marketplace et le prix a un impact central là-dedans. Et en fait, tous ces éléments-là, Google aussi s'en sert dans son algorithme pour établir ses classements. Et donc, mieux vous allez être placé sur les moteurs de comparaison de prix, plus vous allez avoir la buy box et plus aussi votre positionnement de prix sera bon parce que Google a aussi sa plateforme Google Shopping. Plus vous allez augmenter dans votre classement sur Google et mieux vous serez positionné de façon naturelle sur votre référencement naturel. Donc, rien que déjà pour cette base-là, c'est très, très important de veiller à être bien placé en prix. Et quand on dit bien placé en prix, bien sûr, c'est quand même être relativement aligné au marché. Puisque, Google va pas favoriser un pricing qui serait trop haut, même si pour vous, ça paraît un bon pricing. Ce que Google regarde, c'est plutôt quand même que vous soyez aligné au marché. Donc ça, encore une fois, c'est très important de l'avoir en tête. Ensuite, pour la conversion des leads. Donc, vous allez, en tant qu'e-commerçant, dépenser beaucoup d'argent justement en SEO pour être bien référencé sur Google, parce que c'est le nerf de la guerre. Également en SIA, donc les coûts d'acquisition également sont un poste d'investissement très important. Donc, tous ces investissements, ça serait vraiment dommage qu'au dernier moment, vous ayez réussi à faire mûrir un lead, à le convertir, à convaincre un prospect pour qu'au dernier moment, vous donniez ce prospect chaud à la concurrence au prétexte que vous êtes un petit peu plus cher que votre concurrent et vous n'y aviez pas prêté attention. Donc, sur ce point, la conversion des leads, c'est capital là aussi de faire attention toujours à votre positionnement de prix pour que vos investissements SEO, SIA, ils soient rentabilisés et qu'ils convertissent vraiment au final. Et bien sûr, c'est encore plus décisif si vous vendez des produits de marque nationale identiques. Effectivement, si vous êtes un e-commerçant qui vend des produits exclusifs, le prix peut avoir un petit peu moins d'impact puisque vous êtes le seul à vendre vos produits, bien qu'on peut quand même les comparer à d'autres qui seraient pas identiques mais équivalents. Mais voilà, en tout cas, pour tous les e-commerçants qui vendent des produits qu'on peut trouver par ailleurs, c'est capital de faire attention au prix pour la conversion. Toujours sur cette partie acquisition. Donc, le fait de bien connaître les prix de vos concurrents va vous permettre en fait de cibler vos publicités, notamment Google Ads, mais ça peut être d'autres investissements publicitaires en ligne, sur vos produits d'appel les mieux placés en prix.
Donc, vous avez peut-être des outils de pilotage d'acquisition payante qui vous permettent de segmenter vos produits, d'avoir vos produits vraiment qui sont les plus performants pour l'acquisition, les flops, peut-être ceux qui marchent moins bien pour l'acquisition, les challengers. Vous avez cette segmentation de produits et c'est très intéressant de la corréler avec cette même segmentation dans votre outil de veille tarifaire afin justement de cibler les publicités Google Ads sur vos produits top, donc ceux qui convertissent le mieux, mais aussi en les mettant au meilleur prix possible par rapport aux concurrents. Donc voilà, c'est cette stratégie-là qui va vraiment vous permettre de mieux maîtriser vos investissements publicitaires et de réduire vos coûts d'acquisition tout en augmentant vos performances en termes d'acquisition. Alors, comment on met en place une stratégie de prix ? Il y a 4 étapes assez classiques à respecter. L'analyse, la planification, l'action et la correction. Donc, d'abord, l'analyse, c'est quoi ? Donc, ça consiste à être au courant, en fait, de son environnement. Donc, on va analyser son environnement. Son environnement, c'est ses concurrents, bien sûr, les prix de ses concurrents. Si vous êtes une marque, ça peut être aussi les prix de vos distributeurs. Et c'est là que le logiciel de veille tarifaire intervient, puisqu'en fait, vous allez pouvoir automatiser cette veille. Puisque le benchmark, vraiment, si vous voulez le faire de façon qualitative, fiable, c'est impossible de le faire vraiment manuellement sur beaucoup de sites avec des relevés de prix très réguliers. Je dis de prix, mais c'est pas que les prix, ça peut être également les frais de port, les stocks, différents facteurs qu'on va pouvoir collecter. Donc, cette analyse-là, voilà, c'est bien de l'automatiser avec un logiciel. Ensuite, dans l'analyse, on a aussi l'analyse des consommateurs. Ça, vous pouvez le faire via une étude de marché, notamment, comprendre un petit peu les leviers qui incitent à l'achat les consommateurs, leur sensibilité au prix, par exemple. Et de là, vous allez découler une analyse SWOT, donc opportunité, menace de votre environnement. Quel concurrent est peut-être vraiment pas cher dans mon environnement et peut être une menace? Est-ce que je vois que finalement personne suit ses prix chez mes concurrents et là c'est une opportunité moi de le faire et de bien me placer? Et les forces et les faiblesses aussi de l'entreprise par rapport à cet environnement. Donc est-ce que mes prix sont plutôt globalement bien placés? Est-ce que les consommateurs accepteraient que je les augmente? Voilà, par rapport à tout ce qu'on aura analysé. Une fois qu'on a fait cette analyse, on va pouvoir définir un plan. Donc, un plan, ça démarre avec une stratégie. La stratégie, en fait, c'est le cap, la direction qu'on veut prendre. Globalement, en termes de pricing, il y a 3 stratégies principales. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est la stratégie d'alignement au prix du marché, qui est la plus fréquente, et notamment celle pratiquée par Amazon, par exemple, qui s'ajuste en permanence à son marché pour être toujours à peu près aligné à son marché, ni trop bas, ni pas assez à bas, pour faire toujours des économies d'échelle très petites, mais c'est là-dessus, sur ces toutes petites marges et sur un gros volume qu'Amazon fait la différence. Après, on a la stratégie de pénétration. La pénétration, donc c'est une stratégie très agressive qui consiste à arriver sur un marché en cassant complètement les prix. C'est ce qu'a fait Temu, par exemple, quand il est arrivé sur le marché avec ses produits à très bas prix. Avec vraiment une stratégie très agressive de bas prix à perte, visiblement au début pour l'entreprise, mais dans le but unique de pénétrer le marché de façon intense pour après avoir une certaine notoriété et pouvoir peut-être petit à petit augmenter un peu ses prix. Et enfin, la dernière stratégie, c'est la stratégie d'écrémage. C'est exactement l'inverse de la stratégie de pénétration. Ça consiste là à démarrer sur le marché avec des prix très hauts, à toucher tous les early adopters qui vont principalement sur les produits technologiques, arriver à avoir ces produits parce qu'il va les avoir en premier au niveau de la technologie, voilà, à les avoir plus chers. Et ensuite, progressivement, à baisser les prix quand le produit devient plus fréquent, de plus en plus obsolète, et ensuite on renouvelle l'opération. C'est les stratégies d'Apple avec l'iPhone, de Tesla, d'Elon Musk avec Tesla, voilà. Ce qui est intéressant aussi dans la planification, dans le plan, c'est de faire une segmentation, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir en tout cas les mêmes stratégies, les mêmes techniques au global. On peut faire une segmentation un peu plus fine, et c'est là où c'est intéressant quand même d'avoir une segmentation de produits qui doit être faite assez finement dans votre outil SI ou dans votre outil d'acquisition, donc pour après pouvoir affiner un petit peu les stratégies, les techniques en fonction des segmentations de produits.
Également, les techniques de pricing peuvent être différentes en fonction des canaux de distribution. On n'est pas obligé de se mettre au même prix sur tous ces canaux de distribution. Si vous avez des magasins physiques, un site e-commerce, vous n'êtes pas obligé de vous mettre au même prix. De même que certains retailers ne sont pas au même prix sur toutes les places de marché. Également, on peut avoir une segmentation par typologie de clients et bien sûr par pays. On ne va pas vendre au même prix en Espagne qu'en France ou en Allemagne. Ça va vraiment dépendre de l'environnement dans lequel on évolue. Et enfin, quand on a fait déjà ça, on peut passer à ce qui est un petit peu plus fin, c'est-à-dire les techniques. Contrairement aux stratégies, où il n'y en a que 3, les techniques, il y en a vraiment une infinité. À chaque fois, elles vont répondre à un certain objectif à atteindre. Donc, on peut citer par exemple la technique des produits d'appel, qui consiste là simplement, par exemple, je suis Leclerc, j'ai envie de faire venir les gens dans mon magasin, je vais les inciter à venir dans mon magasin avec le Coca-Cola, par exemple, que j'ai mis à un prix imbattable. Et je vais faire de la publicité sur Coca-Cola pour que les gens viennent dans mon magasin et qu'après ils achètent autre chose, pas que du Coca-Cola, ou Coca-Cola, j'ai quasiment pas de marge dessus. Il y a l'effet d'ancrage aussi. Là, par exemple, on peut citer l'exemple d'un parfum. J'ancre dans la tête de mon consommateur que ce parfum, il vaut 90 € parce que c'est un produit luxueux. Je l'ancre. Et au final, quand après, je vais le proposer à un moment à 75 €, on va créer un effet d'aubaine et les consommateurs vont se jeter dessus parce qu'on leur a vraiment ancré dans la tête que ce produit vaut 95 €. On peut citer aussi l'effet de leurre, qui est une technique qu'on revoit un petit peu au cinéma avec les paquets de pop-corn. En fait, vous avez le petit paquet de pop-corn, le grand paquet de pop-corn, et le but du commerçant, c'est de vous faire acheter le grand plutôt que le petit, parce qu'il est plus cher. Et la technique, ça consiste à mettre au milieu un moyen paquet, mais qu'en fait, il n'a pas l'intention de vendre du tout. C'est simplement que ce moyen paquet, il a un prix qui est clairement, évidemment, désavantageux pour le consommateur. Donc, il est par exemple 50 centimes moins cher que le grand. Donc, le consommateur, voyant ça, avec ce deuxième produit au milieu, il se dit, je fais vraiment une bonne affaire en achetant le plus gros paquet et du coup, il va naturellement acheter le grand. Juste parce qu'il a l'impression de faire une bonne affaire, alors que peut-être s'il n'y avait pas eu le moyen paquet, il aurait pris le petit. C'est une technique. On a également les prix dégressifs. Ça, c'est beaucoup plus simple. C'est tout simplement vous baissez les prix en fonction du volume. Donc, ça vous permet d'augmenter le panier moyen. Voilà, une fois que vous avez défini tout ce plan, vous allez pouvoir passer à la mise en œuvre, donc agir, faire les actions que vous avez prévu de faire. Et là, à ce niveau-là, le logiciel de repricing peut aussi être utile si votre stratégie, ça a été le dynamic pricing, par exemple, puisqu'il va faire à votre place les actions de vous repricer en temps réel par rapport au prix du marché. Après, une fois que vous avez fait ça, il faudra encore la phase de correction, c'est-à-dire qu'on est toujours en permanence en train d'agir, corriger, agir, corriger. On corrige la trajectoire des prix en fonction des nouvelles observations qu'on va faire. Donc là encore, les logiciels nous aident avec les analyses BI, avec les reporting et aussi avec les outils de repricing en temps réel à ajuster en permanence les prix, les positionnements prix en fonction des observations qu'on fait. Voilà, donc grosso modo, le logiciel de pricing, il permet d'abord de faire une analyse, d'observer votre marché, de connaître votre marché. Avec ça, vous allez pouvoir prendre des décisions et après, vous allez pouvoir adapter votre stratégie en temps réel. D'ailleurs, à ce sujet, je précise que si vous avez, parmi vous, il y a des personnes qui ont besoin d'accompagnement pour tout ce qui est mise en place de stratégies, de conseils, de pricing. On a chez Price Observatory des consultants en interne qui peuvent vous accompagner sur ces sujets de mise en place des stratégies, des techniques, de définition vraiment de votre positionnement pricing. Toujours sur le sujet des stratégies, donc on l'a vu, les stratégies, il y en a 3. Les techniques, elles sont très, très, très nombreuses, aussi nombreuses que votre imagination peut le permettre. En fait, il n'y a pas un nombre limité de techniques de pricing. À chaque fois, il faut penser une technique de pricing en fonction d'un objectif. Par exemple, vous voulez augmenter le trafic, bien sûr, vous allez utiliser des produits d'appel. Ça paraît logique, ou des promotions limitées dans le temps. Vous voulez augmenter le panier moyen, eh bien, vous allez utiliser des techniques de prix groupé, de bundle, de pack et de prix dégressif par volume. Vous voulez fidéliser, vous pouvez faire des offres avec abonnement, des offres exclusives pour les abonnés, etc. etc. Il y a beaucoup de possibilités. Si vous voulez économiser des coûts
notamment parce que vous voyez qu'il y a trop de stock et qu'à un moment, là, ça commence à vous coûter cher tout ce stock dans l'entreprise. On va mettre en place des stratégies de liquidation de stock en baissant les prix sur ces produits où il y a trop de stock. Et après, on a bien sûr les stratégies qu'on va voir ici qui permettent d'optimiser les marges en augmentant les volumes, qui est donc la stratégie du dynamic pricing qu'on va détailler ensemble. Donc, le dynamic pricing, qu'est-ce que c'est? C'est une technique marketing qui va vous permettre d'ajuster en temps réel vos prix en fonction des mouvements du marché pour, encore une fois, augmenter les volumes de vente, mais aussi consolider vos marges. C'est très, très important de voir cela sous les deux aspects. On n'est pas du tout dans une guerre des prix. On ne va pas vous faire baisser vos prix absolument. Le but, c'est juste voilà, d'être au meilleur niveau entre l'augmentation des volumes et la consolidation des marges. On a beaucoup peut-être pas, mais on a quand même certains clients chez Price Observatory qui arrivent, qui font leur analyse de marché avec l'outil de veille et là, qui constatent en fait qu'ils sont vraiment pas assez chers du tout comparés à leurs concurrents et qui perdent une marge assez colossale en fait en étant si peu chers. Donc là, l'outil va les guider vers une augmentation de leur prix. Ça arrive quand même assez fréquemment. Donc cette technique, elle concerne qui? Tous les retailers, tous les e-commerçants principalement. C'est une technique qui a beaucoup, bien sûr, été utilisée dans les secteurs de l'hôtellerie, du voyage, mais qui s'est étendue maintenant à tout le secteur e-commerce et notamment si vous êtes un retailer qui vend, encore une fois, des produits de référence identiques que d'autres retailers vendent exactement les mêmes que vous. Là, c'est une stratégie qui est vraiment presque aujourd'hui nécessaire de mettre en place si on ne veut pas perdre la bataille en fait du e-commerce. Et donc, encore une fois, l'acteur le plus connu qui vraiment est un pro de cette technique puisqu'il ajuste ses prix en temps réel plusieurs fois par jour, c'est vraiment Amazon qui est leader sur ce domaine et qui est dans l'ajustement très fin d'augmenter d'un point après l'autre ses marges ou ses volumes de vente. Donc, je l'ai dit, le but, c'est pas d'alimenter une guerre des prix, c'est vraiment de gérer intelligemment ces prix. C'est vraiment ça l'objectif. Je répète un peu, mais c'est pour bien vous l'ancrer, justement, parce que gérer correctement vos prix, ça va vous permettre de générer plus de trafic, mieux convertir vos leads SEO, mieux piloter votre budget, vos investissements publicitaires, dépenser moins, en fait, en acquisition, augmenter vos ventes, évidemment, ça, c'est l'objectif principal. Optimiser vos marges. Optimiser vos marges, ça c'est capital. Toujours chercher à gagner des points de marge. Mieux gérer ses stocks, ça c'est aussi quelque chose que peut permettre ce genre d'outil puisque vous allez économiser en fait sur votre gestion de stock en fait, si vous liquidez mieux les stocks. Également, par rapport à vos relations avec vos fournisseurs, vous allez pouvoir les améliorer en ayant vraiment une vision très claire de votre environnement concurrentiel, des prix pratiqués par vos concurrents. Ça vous permet d'être beaucoup plus fort en négociation avec vos fournisseurs et d'améliorer aussi les relations commerciales avec eux. Et autre point important, c'est l'image de marque, parce que l'image de marque, elle est aussi liée au prix. Si vous êtes avec des prix complètement décorrélés du marché, ça peut vraiment pénaliser votre image de marque vis-à-vis du consommateur sur d'autres produits où peut-être la prochaine fois, vous serez bien placé en prix, mais juste parce qu'il vous a perçu dans sa tête comme un retailer qui était trop cher ou vraiment pas assez cher, enfin, en tout cas, voilà, il va ancrer ça dans sa tête et ne plus passer par vous parce qu'il va se dire non, celui-là, de toute façon, il est trop cher. Donc, pour l'image de marque aussi, c'est très important. Voilà. Donc, je vais passer la parole à présent à Stéphane qui va nous expliquer comment, justement, on met en place cette stratégie de dynamic pricing étape par étape. Voilà. Merci beaucoup, Elodie. Oui, en effet, je vais vous présenter les différentes étapes pour mettre en place un dynamic pricing efficace. Donc, la première étape, c'est définir quels sont vos objectifs. Donc, les objectifs, ça peut être l'augmentation du volume de vente, ça peut être d'avoir des marges supplémentaires que vous n'auriez pas pu avoir sans avoir le dynamic pricing. Ça peut vous permettre d'ajuster vos prix en temps réel aussi, d'améliorer le SEO, le trafic, et aussi d'optimiser, bien entendu, vos dépenses sur l'acquisition payante. Et également, donc, comme on a vu, ça permet aussi de vider les stocks si vous avez trop de stocks qui vous pénalisent également.
Donc une étape qui est importante, bon, mais qui n'est pas obligatoire, c'est d'identifier les segments de vos produits afin de pouvoir donc en fait adopter une stratégie différenciée selon ces segments. Donc vous n'aurez pas la même stratégie de dynamic pricing selon si c'est les best-sellers, si c'est le 80-20, si c'est la longue traîne, selon le niveau de stock. Donc vous avez tous ces éléments qui rentrent en jeu aussi dans la définition de vos règles de dynamic pricing. Donc afin de mettre en place cette solution, déjà il faut que vous définissiez quelles sont les références que vous voulez suivre. Donc il faut définir la liste complète des références. Est-ce que vous avez des particularités, comme par exemple des marques de distributeurs, des prix dégressifs, des conditionnements, des déclinaisons. Ensuite, à partir de là, vous devez savoir identifier vos concurrents, savoir sur quels concurrents vous voulez agir lors de la comparaison de prix et pour pouvoir aligner vos prix. Et également, ça peut également se passer sur des marketplaces où vous pouvez vouloir vous adapter par rapport au prix proposé sur les marketplaces, à la fois sur le prix buy box ou ça peut être sur des prix de vendeurs spécifiques que vous voulez suivre également sur les marketplaces. Alors quel est l'outil en fait idéal pour pouvoir mettre en place un dynamic pricing? Donc le premier point vraiment important, c'est que les données soient fiables. Donc ça c'est vraiment important. Si les prix qui sont relevés ne sont pas corrects, vos repricing ne sera pas forcément très très positif. Il faut que le nombre de matching et la qualité soient également au rendez-vous. C'est-à-dire que voilà que des fois les produits ne sont pas vraiment identifiables simplement. Donc ça, c'est les outils qui vont permettre de reconnaître vraiment les produits identiques entre votre catalogue et le catalogue des sites surveillés. Est-ce que vous avez des particularités métiers également qui sont pris en charge par ce logiciel, comme par exemple si vous n'avez pas de code EN, si vous êtes sur des produits d'occasion, vous avez des déclinaisons, des conditionnements. Donc il y a tout un tas de particularités qui doivent être pris en compte aussi par ce logiciel. Et l'élément clé, voilà, c'est le service client. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important, c'est que vous ayez quelqu'un au bout du fil, si vous avez des questions, si vous avez des problématiques, qu'il y ait un service client qui soit là pour vous aider à mettre en place également ce dynamic pricing. Ensuite, donc les étapes, la première étape, c'est bien entendu de définir des règles de marge minimum, ce qui vous permettra donc de toujours vendre en faisant une marge, de ne pas vendre à perte. Ça, c'est un point très important. Et après, vous pouvez donc définir des règles de repricing par catégorie, par marque, par liste de produits, par segment de vos produits que vous avez déjà identifiés. Et ensuite, vous allez définir donc des ordres de déclenchement en fonction des segments. Vous pouvez prioriser, vous comparer à tel concurrent ou tel concurrent, prendre en compte les frais de port, les stocks, voilà, tout un tas de paramètres qui vous permettront de vraiment faire des règles fines et qui seront vraiment efficaces pour votre stratégie de pricing. Et au final, vous allez pouvoir monter vos prix pour augmenter la marge si c'est possible, ou vous aligner pour restaurer donc du volume de vente également. Voilà, donc une fois que vous avez donc mis en place toute cette stratégie et ces règles, vous allez pouvoir les tester, donc tester ça dans le logiciel, en fait faisant en sorte ensuite que vérifier que tout fonctionne comme vous le souhaitez. Ensuite, vous allez importer les nouveaux prix dans votre site marchand. Et la dernière étape, c'est en fait d'automatiser ça avec une API, de manière à ce que vos prix s'ajustent en temps réel en fonction de tous les mouvements qui se passent dans votre marché, chez vos concurrents, et de rester vraiment bien ajusté au niveau de vos prix. Merci Stéphane. Voilà, donc vous voyez que la mise en place est très simple en fait. Il suffit de définir vos sites à surveiller, quelles références vous voulez suivre. Ensuite, le logiciel va faire le scrapping de sites pour vous, la veille pour vous, et vous avez qu'à paramétrer quelques règles pour ensuite tout automatiser. Donc c'est vraiment quelque chose de simple à mettre en place. Pour parler un petit peu de ROI, même si c'est dur quand même à quantifier sur ces secteurs, puisque quand même le but quand on fait l'acquisition d'un outil comme ça, qui coûte un certain prix, c'est quand même d'avoir un retour sur investissement, donc de faire plus de ventes, plus consolider ses marges, ça veut dire in fine de gagner plus d'argent, le but il est là concrètement. Donc quelques exemples, Cuisine Addict par exemple, c'est un client qui est sur le marché des accessoires de cuisine haut de gamme, qui a plus de 15 000 références en catalogue. Il a mis en place Price Observatory. Dès la première année, il a observé 40% de gains de chiffre d'affaires.
Donc, ça s'explique par le fait qu'il est sur un secteur qui est peu équipé quand même en outil de veille. Donc, si vous arrivez sur des secteurs comme ça, bien sûr, et que vous faites tout de suite la différence en vous équipant. Et également, il est sur un secteur où les produits sont relativement chers. Donc, on l'a dit, plus les produits sont chers, plus le prix a un impact important sur les ventes. En tout cas, voilà, il a juste mis en place la veille, il a mis en place le repricing, mais il n'est pas encore en phase totalement automatique. Et déjà, il constate 40% de gain de chiffre d'affaires. Autre exemple de ROI avec Spareka. Spareka qui est leader sur le marché des pièces détachées et de l'aide à la réparation pour les particuliers. Ils ont plus d'1 million de références, donc c'est un très très gros retailer qui fait 10 millions de chiffre d'affaires. Eux, ils étaient déjà équipés puisque bon, c'est quand même voilà, un gros retailer, donc souvent les gros retailers sont déjà équipés. Il a changé d'outil. Quand il est passé sur Price Observatory, il a observé 30% de matching en plus par rapport à l'outil précédent, donc un benchmark beaucoup plus efficace. Les matchings, en fait, c'est vraiment le fait de relier une URL à une autre. C'est-à-dire, vous avez votre URL de votre fiche produit, je vais la matcher avec l'URL de mon concurrent. Et c'est ça, en fait, qui permet après de faire cette veille automatique. Et donc, plus vous avez un bon taux de matching, plus vous êtes efficace, en fait, sur votre veille. Comme on était un peu moins cher que l'ancien concurrent, il a également bénéficié il paye moins cher en fait sur son poste veille tarifaire, donc il était plutôt content. Et lui, son objectif à la base, c'était vraiment de maîtriser son budget SIA, parce qu'il corrélait les deux en fait, les prix, la veille tarifaire avec son budget d'acquisition, ce qu'on a vu au début. Et sur cet objectif-là, il a vraiment réduit ses dépenses en SIA de 30%, tout en vraiment performant encore plus en acquisition. Donc voilà, des exemples de ROI. Après, ça va dépendre des objectifs de chacun. Sur ce webinaire, on a essentiellement parlé à des retailers, puisqu'on a vu cette stratégie de dynamic pricing qui est plus destinée aux retailers. Bien sûr, nous, on travaille aussi beaucoup avec des marques. Donc, les marques, elles ont d'autres enjeux. Le premier, ça va être de suivre et de conseiller leur réseau de distribution, en tout cas d'avoir une vision très claire sur leur réseau de distribution, voir quels sont les prix pratiqués dans leur réseau de distribution, si les distributeurs utilisent les bonnes images de produits, est-ce qu'ils ont bien le catalogue à jour, les stocks à jour, est-ce que les fiches produits sont conformes. Voilà, tout ça, les outils de benchmark, de veille peuvent les aider à atteindre cette connaissance fine en fait de leur réseau de distribution pour après, bien sûr, prendre des actions qui conviennent par rapport à ce réseau. Ça leur permet aussi de gérer le grey market. Le grey market, en fait, c'est tous les revendeurs non identifiés. Certaines marques sont concernées, d'autres pas, mais c'est vrai que pour certaines, c'est un gros problème. Elles ont beaucoup de revendeurs non identifiés qui vendent leurs produits alors qu'elles ne le souhaiteraient pas. Et ça leur permet aussi, la veille automatique, d'avoir cette vision sur qui exactement aujourd'hui vend mes produits et à quel prix. Également, comme les retailers, elles aussi, elles doivent suivre leurs concurrents. Donc, elles peuvent aussi suivre des marques concurrentes, voir à quel prix ils sont positionnés, quelles sont les tendances de prix chez leurs concurrents. Elles peuvent bien sûr analyser leur marché par pays, parce que ça, c'est un gros point fort aussi, c'est vraiment d'avoir cette capacité à surveiller tous les pays, dans toutes les langues et dans toutes les devises. Elles peuvent aussi faire attention justement aux effets de cannibalisation entre les pays. Par exemple, si l'Espagne décroche complètement en prix par rapport à la France, des consommateurs français pourraient être tentés d'aller acheter des produits en Espagne, donc on se cannibalise entre nous, donc c'est pas terrible. Voilà, ça sert aussi à définir les prix de vente conseillés de vos nouveaux produits. Donc, à chaque lancement de produit, on peut faire du benchmark sur des références types pour aller justement définir ces nouveaux prix. Et enfin, dans l'outil, nous, on a aussi des outils de e-réputation pour collecter tout ce qui est avis, notes sur les sites. Donc, voilà aussi les enjeux pour les marques. On les a moins abordés ici, mais en tout cas, Patrick de Schneider, à la fin, nous en parlera un petit peu plus longuement. Et enfin, avant de passer justement la parole à nos deux témoins, donc Thiel et Patrick, dernier petit focus sur l'IA au service du pricing, vu que c'est vraiment un sujet majeur aujourd'hui dans tous les secteurs. Le pricing n'y est pas étranger non plus. Pour nous aussi, c'est un gros sujet, l'IA dans le secteur du pricing. Quels sont les enjeux pour nous ? Déjà, d'abord, dès aujourd'hui, c'est l'augmentation drastique du nombre de matchings et la qualité des matchings. Encore une fois, les matchings, c'est le fait de relier votre URL fiche produit à l'URL de votre concurrent.
Et ça, avant, on le faisait soit par code EN, soit par attribut. Voilà, on avait des algorithmes. Mais là, avec l'IA, on va vraiment beaucoup plus loin dans cette recherche de matching. C'est beaucoup plus puissant, puisqu'on peut aussi matcher grâce aux images, grâce à l'IA plus les images. Donc, on arrive vraiment à obtenir encore plus de matching en automatique et donc à avoir des données très fiables et en quantité. Également, ça nous donne un moyen d'agir sur tout ce qui est référence équivalente. Par exemple, si vous êtes un distributeur, que vous vendez des marques, votre marque de distributeur, je sais pas, par exemple un magasin de jouets qui vend son jouet sous la marque King Jouet, il voudrait le comparer au même type de jouet sous la marque Jouet Club, par exemple. Là, ce sont des références équivalentes qui ne sont pas exactement identiques. Là aussi, l'IA nous aide vraiment beaucoup pour détecter de façon automatique ces équivalences, ces matchings. Et donc, c'est un gros sujet aussi pour nous d'adresser cette problématique sur les références équivalentes. L'IA, ça va aussi nous permettre de faire des prédictions d'évolution de prix par rapport à tous les historiques qu'on peut avoir. Nous, dans notre outil, l'IA va nous aider à faire des prédictions, aussi des prédictions d'élasticité des prix. Quand on couple le volume de vente, les historiques de prix, eh bien, c'est pareil, l'IA peut nous donner des tendances d'élasticité des prix, c'est-à-dire à quel prix les consommateurs pourraient encore acheter le produit au maximum. Également, on va pouvoir fournir des conseils personnalisés sur la base de l'IA, sur des stratégies de pricing, sur des paramétrages de repricing, et aussi on va fournir des analyses personnalisées sur les derniers mouvements qu'on a repérés dans l'application de nos clients. Voilà un petit peu tous les sujets, tous les enjeux sur lesquels on travaille au quotidien en ce moment. Je vais donc à présent passer la parole à Thiel d'abord et ensuite à Patrick qui vont nous expliquer leur retour d'expérience, comment eux ils font concrètement dans leur travail, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour performer grâce au pricing. Ok, parfait. C'est mon tour, c'est parti. C'est ça. Merci Elodie. Écoutez, parfait. Je me présente. Donc je suis Thiel Lefebvre, je suis directeur des opérations pour vapoter.fr. On utilise les services de Price Observatory depuis un tout petit peu moins d'1 an. Donc voilà, je vous donnerai un petit peu notre ressenti et comment et pourquoi on a choisi un petit peu cette solution pour l'intégrer. Pour vous donner un petit historique de vapoter.fr, c'est un site qui a été lancé en 2016. C'est un site pure player de la cigarette électronique qui appartient, c'est une branche du groupe Vapostor qui est aussi sur le marché de la cigarette électronique en France au travers du retail. Et pour vous donner une idée de taille d'entreprise, c'est une entreprise qui fait environ 7 millions de chiffres d'affaires et qui envoie chaque mois plus ou moins 12 000 commandes. Voilà. En termes de catalogue produit, on a environ 15 000 références à gérer en tout cas sur vapoter.fr. Donc voilà, l'idée de ce témoignage, c'est un petit peu de vous aider peut-être à choisir un comparateur de prix. Pourquoi nous, on l'a utilisé, qu'est-ce qu'on en fait. On va peut-être, ça me permettra peut-être de confirmer 2-3 choses par rapport à ce qu'on dit déjà, Élodie et Stéphane. Et voilà. Pour vous donner une idée du marché, nous, on est sur un marché de la cigarette électronique qui est un marché jeune, qui a une dizaine d'années et qui est hyper concurrentiel. Où il y a eu énormément d'opportunistes qui sont arrivés sur le marché web, mais aussi du retail en France. Et c'est un marché où en effet, vous allez retrouver beaucoup des références dans différentes chaînes de magasins, différentes boutiques pure player, voilà. C'est aussi une caractéristique essentielle de notre marché, c'est qu'on est un marché réglementé où on a une réglementation qui est située entre le tabac et l'alcool, où on nous interdit finalement de faire de la publicité. Ce qui coupe vraiment tous les canaux d'acquisition, on va dire, traditionnels du marketing et surtout tous les canaux d'acquisition payants. Le canal principal d'acquisition pour un site pure player de la cigarette électronique est le référencement naturel. Et comme Élodie le soulignait, il est hyper important avec les efforts qu'on fournit pour ramener du trafic sur les pages produits, c'est d'optimiser nos taux de conversion, limiter le taux de rebond. Donc on a un cheval de bataille sur ce côté-là.
Alors pour vous dire un petit peu, avant de sauter sur une plateforme comme Price Observatory, on a d'abord essayé de faire, nous-mêmes, hein, les choses en essayant de développer, une plateforme, on va dire, qui était, similaire et très vite, on s'est rendu compte que ça marchait pas très bien pour nous. Pourquoi? Parce que, déjà, il fallait, on a investi dans du développement. C'était un développement, très important. On a vu que, l'efficacité, en effet, de nos crawlers était pas forcément, des meilleures et en plus de ça, dès qu'il y avait un changement, au niveau, des sites concurrents, dans leur code, on perdait, l'historique, voilà. Donc on a abandonné très rapidement cette idée ou cette méthode. Voilà, je pense qu'il vaut mieux laisser, ça à des professionnels, et il faut pas passer, plus de temps à essayer de paramétrer quelque chose, qu'à l'utiliser. Donc voilà, ça c'est en tout cas une leçon que nous on a retenue et puis après, on a quand même insisté, on s'est dit: «Bon, on va pas forcément investir dans une plateforme de comparateur de prix». Donc on a fait la méthode, classique, c'est la méthode du stagiaire qui vient, en effet, manuellement, visiter, quelques, pages, voilà, bien stratégiques, quelques produits, mais bon, ça, c'est une méthode qui a une certaine efficacité, mais qui est hyper chronophage et voilà, on n'a pas, d'historisation en effet, des mouvements de prix. Ça se base en effet sur uniquement les produits que vous avez, sélectionnés. Donc c'est voilà, la méthode manuelle, on l'a aussi, abandonnée. Et puis, voilà, on est dans un domaine où, voilà, les niveaux de marge aussi, évoluent, pas mal, évoluent, forcément, malheureusement, à la baisse et il était, hyper important pour nous, d'investir dans une solution, comme ça pour, maîtriser aussi, notre pricing, nos marges et c'est pour ça on a, en effet intégré la solution, il y a à peu près, moins d'1 an. Donc, bon, si on passe au slide suivant, comment nous on a fait, pour intégrer, Price Observatory? On l'a fait en plus ou moins on a défini trois phases. La première phase, c'était, finalement, la plus simple ou tout du moins celle qui nous demandait, le moins de ressources. C'est que, on a, intégré tous nos produits, prix, stock sur la plateforme et comment on l'a fait? On l'a fait, très facilement. Aujourd'hui, voilà, on vend aussi nos produits, sur Amazon qui nécessite un flux produit. On leur a donné ça et hop, ils ont intégré ça dans leur plateforme assez facilement et surtout on leur définit donc les concurrents sur lesquels on souhaite en effet, faire la veille tarifaire et à partir de là, on les laisse travailler. Donc ça, c'est plutôt, pas mal, d'un point de vue, entreprise, c'est qu'ils s'occupent, de tout. Et une fois que vous avez fait ça, déjà vous avez, pas mal de possibilités. Ça nous a permis très rapidement, de voir déjà, notre positionnement prix. Alors en effet, sur certains produits, on savait, à peu près où est-ce qu'on était, mais il était très difficile pour nous d'avoir une vision globale sur tout notre catalogue. Là, ça nous a permis en effet de voir, qu'il y avait, des décalages, et surtout, des décalages à un moment T, mais aussi de façon historisée. Et ça, par exemple, l'historique, en effet, d'avoir l'historique, de prix de vos concurrents, ça vous permet aussi, nous, on s'en sert pour, voilà, avoir des négociations auprès, des fournisseurs sur les niveaux de marge. Donc ça, c'est plutôt, intéressant. Et ensuite, ça permet aussi, quand vous avez une vision, de ce pricing de vos concurrents, ça permet de voir un petit peu, quelles sont leurs stratégies de prix, qui suit qui fait quoi à quel moment, à quelle période du mois. Donc ça, c'est hyper intéressant, pour en tout cas, définir sa propre stratégie, c'est de regarder, ce que font les autres. Et puis après, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'en effet, si, par chance, vous avez, non seulement, le prix, pratiqué de vos concurrents, mais aussi, le stock de vos concurrents et vous avez l'historisation aussi du stock, vous pouvez aussi éventuellement, en connaître, le chiffre d'affaires réalisé sur, tel ou tel produit, chez votre concurrent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise. Un autre outil, auquel je pense, qui est hyper pratique et je crois pas que vous l'ayez mentionné, c'est qu'il y a un petit outil une petite extension, heu, Chrome, que vous installez sur votre navigateur
Et lorsque vous visitez soit les pages de vos concurrents, soit vos propres pages sur des produits en effet qui sont traqués, qui sont suivis, et ben, vous avez directement votre prix, le prix du concurrent et directement sur la fiche produit. Donc ça, c'est hyper pratique lorsqu'on nous, voilà, on navigue sur les pages, web des concurrents ou nos propres pages. Donc ça, c'était en effet, voilà, la première phase. La première phase, c'était vraiment une phase, on va dire passive et ensuite il y a la 2e phase sur lequel on est rentré. C'est en effet, bah, une fois que vous avez une vision, globale stratégique des prix, bah, c'est la phase d'action, j'ai appelé ça, avec, en effet, bah, une mise en place de règles, de prix, selon, bah, voilà, vos typologies de produits, ça va être par rapport à votre domaine, à votre métier. Nous, voilà, on a 2 stratégies de pricing, selon aussi, si le produit est un produit, en promotion avec un prix en promotion chez notre concurrent, on n'ajuste pas de la même manière que si c'est un prix, de vente public. Donc sur ça, ils nous ont beaucoup aidés pour, la détection, des promotions sur les sites de nos concurrents, et ça nous aide vraiment, au quotidien. Et la dernière phase, qui est, la phase, bah, en fait, une fois que vous avez, défini, vos règles, ça va être, bah, l'automatisation au travers, d'une API. Donc là, pour le coup, on souhaiterait, je dis bien on souhaiterait parce qu'on n'a pas encore intégré ça, mais on souhaiterait en fait automatiser en effet ces changements de prix avec aujourd'hui, bah, une interface, API avec notre back office pour avoir en effet, bah, les changements de prix de manière automatique ou semi-automatique. Donc ça, ce sera voilà la prochaine étape, en tout cas pour Vapoter, sur ce côté-là. Voilà pour conclure, bah, voilà, on a été, séduits. Nous, c'était, bah, en effet, la partie, suivi commercial, technique, réactif, et la simplicité finalement d'intégrer, cette plateforme. Aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment un gain de temps. Voilà, c'est un outil, très paramétrable et qui en tout cas répond à nous, à notre domaine qui est hyper spécifique et donc du coup, adaptable à des types d'entreprises, divers et variés parce que nous, on est vraiment, je pense, assez spécifique sur certains points. Et enfin, voilà, bah, Price Observatory, comme son nom ne l'indique pas, c'est une entreprise française, et Vapoter aime soutenir les entreprises françaises. Donc, c'était un élément supplémentaire de choix pour choisir Price Observatory. Bah, voilà, hein, Élodie, je crois que je vais vous Parfait. rendre la parole. Parfait, Thierry. Voilà, j'ai tout Merci. dit. J'ai tout dit ce que j'avais sur le cœur. Mais, je m'en mêle les pinceaux, désolée, dans les slides. Merci beaucoup, Thiel. C'était très clair, très intéressant d'avoir ce retour d'expérience et voilà, sur un cas concret comme le vôtre, qui je pense pourra parler à d'autres retailers. Maintenant, je vais donner la parole à Patrick, donc de Schneider. On passe côté marque, fabricant, et c'est une toute autre problématique qu'on a adressée. Et voilà, Patrick va nous expliquer. Ouais. Ben bonjour, donc effectivement on passe du côté du manufactureur et donc Schneider Electric qui bon, c'est une grosse boîte multinationale, on est à peu près partout dans le monde, donc on a de nombreuses divisions et business units, donc moi je travaille pour une des business units, chiffre d'affaires, là on parle en milliards, et pourtant on a exactement les mêmes problématiques que les autres en termes d'enjeux de prix. Et pour nous, il est important de surveiller notre concurrence pour ajuster nos prix, pour maintenir un bon niveau de renta, et puis aussi pour aider nos réseaux de distribution. Alors là, on est un peu en amont par rapport à ce qu'expliquait-il par exemple. Donc pour nous, c'est important de pouvoir les aider à optimiser les ventes et notamment dans une complexité pour nous qui est l'omnicanalité, puisqu'on a nos réseaux traditionnels B2B, mais on a aussi toute la distribution B2C, DIY, e-commerce, voilà. Donc tout ça, il faut que ça fonctionne bien ensemble et pour que ça fonctionne bien ensemble, eh bien, on a besoin d'une visibilité.
à la fois sur nos produits qui sont distribués et puis sur les produits de la concurrence. Donc chez nous, on parle, enfin moi dans ma business unit, d'environ 200 000 produits actifs. Voilà. Donc il y a du monde à surveiller. On ne les surveille pas tous, bien entendu. Voilà. Donc pour nous, ce qui est important, c'est avant tout, bien sûr, ça paraît évident, la fiabilité des données. Ce qui est important et ce qui a fait le choix de Price Observatory, alors nous on est une multinationale, on est partout dans le monde, donc c'était pas forcément l'aspect société française, même si ça me fait plaisir à titre personnel, mais c'est surtout qu'on a trouvé chez Price Observatory une capacité d'écoute et de flexibilité pour adapter en fait le scraping de données, pas seulement des prix d'ailleurs. On scrape aussi d'autres thèmes que les prix, les stocks, les caractéristiques techniques, des choses comme ça. On a trouvé aussi une bonne réactivité avec des équipes agiles, rapides et efficaces, ce qui nous a permis de mettre en place les choses qui nous faisaient besoin. Et c'est vrai que bon, chez Schneider, on aime bien schneideriser un peu tout. Donc, on n'est pas des spécialistes du scraping, donc on fait appel à Price Observatory. Mais bon, on aime bien que ça soit à notre sauce, avec notre pyramide produit, nos concurrents, etc. Et donc, Price Observatory a su à chaque fois mettre en place nos besoins. Donc, voilà pourquoi on fait le scraping à travers donc Price Observatory. Donc, on utilise, nous, le scraping avec deux objectifs différents. Il y en a un, on va dire, qui est du court terme, c'est du business de tous les jours. Donc, tous les gens dans nos organisations qui suivent nos canaux de distribution peuvent faire un suivi de nos concurrents en temps réel, mais aussi faire un suivi de nos produits, comment ils sont revendus, voir s'il y a des manques, s'il y a des problèmes, si on n'est pas au bon prix, et pouvoir conseiller nos réseaux. Et puis, ça nous permet aussi de vérifier la réactivité que l'on peut avoir, nous, et que nos concurrents ont face à des impacts qui viennent de l'extérieur, on va dire. Bon, le plus typique, c'est la hausse des matières premières, mais pas seulement. Ça peut être des problèmes de forex dans certains pays, ça peut être... Et donc là, on a besoin de réagir assez vite pour ne pas perdre d'argent, pour ne pas laisser de l'argent sur la table. Voilà, donc en fait, ça, on va dire que ce sont les besoins à court terme. Et puis dans les business units, on a aussi des besoins un petit peu plus sur le moyen terme. On aime bien regarder les tendances du marché, voir un peu comment nos produits se comportent et comment les gammes des concurrents se comportent aussi sur les mêmes canaux d'accès. Soit pour être conforté quand on est leader, être sûr qu'on est à peu près suivi, pas aller trop loin, soit au contraire quand on est challenger pour pouvoir suivre le leader et pas attendre ça, en laissant de l'argent sur la table. Voilà, donc, et le dernier point, Elodie en a parlé tout à l'heure, c'est le grey market. Hein. On subit aussi des impacts parfois de grey market et c'est toujours bien d'avoir des informations, de savoir d'où vient ce grey market et voir s'il y a des plans d'action possibles pour essayer de le diminuer en ayant finalement un pricing plus intelligent. Voilà, donc pour tout ça, au niveau de manufactureur, on a besoin d'informations, on a besoin de ne pas piloter aveugle, on n'aime pas ça. Et puis, ça permet justement d'aider tous nos partenaires distributeurs, quels qu'ils soient, à aussi maximiser leurs profits avec nos produits. Voilà. Donc, chez Schneider, on aime bien travailler là-dessus. Et puis, bon, bien sûr, tout à l'heure, on parlait d'API. Nous, on l'a mis en place. Hein. Voilà, donc on reçoit des datas et puis on traite ces datas en business intelligence chez nous pour justement faire nos propres analyses croisées entre les différents pays, canaux, gamme de produits, etc. Voilà. Donc, je peux garantir plus. Parfait. Parfait. Voilà. Donc, en fait, voilà, c'est important d'avoir de l'information et c'est important qu'elle soit bien gérée.
Parfait. Ben, merci beaucoup, Patrick, pour ce témoignage très riche également. Je vous propose, si vous voulez, qu'on regarde rapidement, si on y arrive, les questions. Je regarde le chat. Être le plus performant sur un produit, je suis d'accord, mais est-ce que le produit similaire... comment vous suivez et surtout ajustez vos prix par rapport à la fluctuation des matières premières et des devises, nous demande Jérémy. Alors là, c'est plutôt pour Patrick la question, je pense. Si, vous pouvez y répondre, hein, je ne sais pas. Sinon, on répondra en privé. J'étais en train d'essayer de lire les questions pour voir s'il y en avait une. Alors c'est laquelle là, Comment vous suivez et surtout ajustez vos prix par rapport à la fluctuation des matières premières et des devises? Alors, là, pour ça, on est plus dans du proactif et on va plutôt gérer, puisque bon, on a des équipes, on va dire, de support industriel qui sont quand même très performantes. Et donc, on sait estimer à l'avance les impacts. On essaie de les transcrire en liste de prix, de façon à les retranscrire sur le marché. Et ce qui nous intéresse par contre avec le scraping, c'est bien vérifier que nos concurrents, qui sont quelquefois un peu moins réactifs que nous, ce qui est logique parfois, ils n'ont pas forcément la même taille et les mêmes moyens, font bien aussi cet effort-là, puisque bon, tout le monde paye le cuivre au même prix, tout le monde paye le plastique au même prix, donc voilà, donc ça a un impact sur les marges de tout le monde. Et donc, on s'assure, grâce au scraping, du bon suivi. Mais l'implication de ces éléments-là, on essaie au maximum de les anticiper parce que une liste de prix, ça prend du temps à mettre en place. Et donc, avant d'en bénéficier, il faut quelques mois. Voilà. Donc, on n'est pas sur du temps court. Et donc, voilà comment on anticipe et ensuite on mesure. Ok, merci Patrick. J'ai une autre question de Véronique. Concrètement, comment faites-vous pour faire un benchmark des prix de la concurrence quand il y a beaucoup de concurrence et sachant que les données se trouvent sur des sites internet, parfois sur des pages dédiées, parfois sur des documents PDF? Alors déjà les documents PDF, effectivement, nous on va scraper des sites sur des pages dédiées. Après, quand il y a beaucoup de concurrents, il y a plusieurs techniques. Soit en fait ça va être vraiment plusieurs concurrents identifiés qu'on va suivre de façon très fine avec nos algorithmes, soit on fait une stratégie plus de masse où on va aller tabler que sur les codes EAN et là vraiment aller scanner tout le marché. C'est ce qu'on fait notamment pour le grey market. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question ou si Stéphane, tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est très bien. C'est vrai que le côté scan sur les documents PDF, c'est des choses qu'on fait aussi, mais de manière plus unitaire. On ne peut pas faire un suivi quotidien sur des fichiers PDF. Voilà. Après, on avait une autre question de Clara. Comment ajouter l'extension pour accéder à l'ensemble des prix des concurrents sur une page produit? Donc ça, c'est très simple. Il faut être client déjà à Price Observatory. Et une fois que vous êtes client, vous avez accès à une application. Et cette extension, elle est donc réservée à nos clients sur les sites que vous suivez. C'est comme une extension Chrome classique. Vous cliquez sur un lien, vous l'installez sous Chrome. Ça vous fait une petite extension comme vous avez l'habitude dans Chrome. Et ça vous affiche automatiquement une pop-up sur les sites, sur votre site et sur les sites surveillés. Voilà. Et après, j'avais une dernière question de Francis. Être le prix le plus performant sur un produit, je suis d'accord. Mais est-ce que le produit similaire qui score le plus sur le marché, d'où de voir quel est le produit qui se vend le plus chez mes concurrents? Ah oui, voilà, il va avoir le besoin de savoir quel est le produit qui se vend le plus chez ses concurrents. Ça, c'est un petit peu ce qu'explique Cécile tout à l'heure. En fait, nous, on ne peut pas donner vraiment cette information, mais on peut l'estimer en fonction du stock qu'on retrouve sur le site, et du prix. Donc, c'est comme ça que Thiel arrive à peu près estimer le chiffre d'affaires de ses concurrents. Le produit qui se vend le plus, ça, peut-être qu'il y a d'autres outils qui le font, mais pas nous. Je ne sais pas, Stéphane, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Oui, non, nous, on n'a pas accès sur les sites au volume de vente. Ça, c'est pas une information qui est accessible directement. Donc, on peut dans certains cas, en effet, s'il y a du stock, un volume de stock qui est affiché, on peut
déterminer à partir de là une formule pour trouver le volume de vente, mais c'est pas systématisable. Après, j'ai Véronique qui demande comment faites-vous pour calculer les élasticités de prix sans historique. Alors, les élasticités de prix, déjà, c'est pas systématique qu'on le fasse. Effectivement, nous, de toute façon, on a les historiques de prix, puisque, en fait, en tout cas, ils s'implémentent au fur et à mesure que vous êtes client, et on peut aussi avoir une database où on vous fournit tous les historiques sur le marché. Et après, bien sûr, pour pouvoir calculer une élasticité des prix, il faut la mettre en corrélation avec vos volumes de vente qu'il faut nous fournir. Mais en tout cas, les historiques de prix, on les fournit quoi qu'il arrive. Dernière aussi question que je vois, la veille de prix de Francis. La veille de prix peut être localisée, c'est une question, donc est-ce qu'elle peut être localisée, type Leroy Merlin ou un Brico Dépôt ont des prix par point de vente? Oui, tout à fait, donc on travaille beaucoup sur le service du bricolage. Effectivement, là, sur le site, il faut choisir un magasin. Donc, on travaille aussi d'ailleurs avec des magasins, des magasins physiques qui veulent connaître les prix de leur zone de chalandise. Et effectivement, on va choisir tel Leroy Merlin de telle ville ou tel Brico Dépôt de telle ville et fournir les prix par ville. C'est tout à fait possible, en effet. Oui, ça, je le confirme, on le fait. Donc, avec vous. Voilà, bon, j'ai pas vu peut-être toutes les questions, mais voilà, on a fait de notre mieux. Les autres questions, dans tous les cas, on y répondra en privé si on n'a pas eu le temps de toutes les traiter ici. Voilà. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie à tous pour votre temps, pour votre participation. Le replay sera disponible, je crois, pendant 1 mois sur la plateforme. Donc, vous pouvez le consulter. Et voilà. Mais je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous remercie encore pour votre participation. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.